Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines et présidente de la commission des lois à l'Assemblée. L'Assemblée, justement, le président de votre groupe, Gilles Legendre, a adressé une note au président de la République, note dont Le Monde faisait état hier, pour l'alerter de la dégradation de sa relation avec les députés En Marche et la nécessité de recréer un lien fort. C'est inquiétant. Moi, je n'ai pas l'impression que le lien entre les députés et le président de la République soit dégradé. J'ai effectivement lu cet article, je n'ai pas vu la note et je ne sais pas si les journalistes l'ont vu. Les dialogues qui existent entre un chef de majorité et le président de la République sont essentiels. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ce qui est sûr, c'est que notre majorité est extrêmement attachée au chef de l'État. Nous nous sommes tous engagés parce qu'il nous a portés dans son projet, dans sa volonté de rénovation de la vie politique et nous y croyons très fermement encore aujourd'hui. Il y a quand même une sorte de démobilisation à mi-mandat. Ça n'est pas une démobilisation, les députés vivent un mandat et ça n'est pas linéaire. Moi, je vois au sein de ma commission des députés qui sont extrêmement mobilisés, qui sont toujours présents, qui travaillent les textes, qui se battent pour obtenir des arbitrages. Donc à la commission des lois, et je ne doute pas que ce soit ainsi dans toutes les commissions, les députés restent mobilisés pour transformer la France et être au service des Français. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi d'émancipation après 2 ans et demi de calage un peu et de découverte? Les députés se disent, après tout, on peut exister aussi par nous-mêmes. Alors, il n'y a pas eu 2 ans et demi de calage et de découverte, je vous rassure. L'adaptation s'est faite extrêmement rapidement et dès l'été 2017, nous avons voté des textes, nous avons examiné et nous étions au travail. Mais en revanche, effectivement, chemin faisant, les députés peut-être sont plus allants pour apporter des modifications, des ajustements, ou plus que des ajustements au texte. On l'a vu au moment de la discussion de la loi du budget. Oui, mais ça s'explique aussi parce que depuis 2 ans et demi, nous sommes au travail, il y a des missions d'information qui ont abouti et donc qui ont abouti à des conclusions qui sont maintenant ajoutées dans des textes. Il y a des opérations de contrôle qui ont été effectuées. Donc voilà, c'est le travail parlementaire. Il est évident que nous sommes beaucoup plus nourris aujourd'hui de notre travail parlementaire qu'en arrivant, parce que ces travaux n'existaient pas. Il y a aussi la question de la faible influence quand même du député qui s'aperçoit au fil du temps que sous la 5e, le collectif n'est pas forcément ce qui l'emporte dans un régime tel qu'on le connaît. Alors le collectif, si, parce que dans la Ve République, justement, c'est le fait majoritaire qui compte. Donc c'est justement le collectif à l'Assemblée qui est fort et qui permet de soutenir et d'appuyer des textes et d'appuyer une majorité et le gouvernement. Maintenant, moi je crois beaucoup au travail qui se fasse en amont des textes. Et effectivement, c'est moins spectaculaire, ça ne se passe pas dans l'hémicycle, on ne bat pas le gouvernement. Mais moi je peux vous assurer qu'on travaille en symbiose, qu'on négocie et que les textes qui arrivent aujourd'hui sont le fruit d'un travail conjoint entre le gouvernement, les ministres et le Parlement. Le gouvernement sur les retraites, il essaye de repousser le mur du 5 décembre. Édouard Philippe a fait une mise au point hier, il a donné un calendrier. Les syndicats ne semblent pas tous convaincus, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je trouve que cette réforme, c'est une réforme qui est fondatrice pour notre société tout entière. Donc, il est important qu'il y ait ce dialogue avec les syndicats, il est important qu'il y ait ce dialogue avec les citoyens. Nous faisons tous des réunions publiques, j'en fais encore une ce soir dans ma circonscription pour échanger autour de cette réforme et je peux vous dire que tout le monde se sent, 1, concerné, 2, est extrêmement intéressé par ce que l'on projette de faire. Et moi, quand je fais des réunions publiques, les gens me disent c'est une bonne réforme. 62% des Français soutiennent la mobilisation sur la réforme. Ça ne veut pas dire qu'ils sont. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le projet de réforme que nous au moment des Gilets jaunes. Ouais. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont contre le projet. Qu'il y ait une mobilisation, qu'il y ait des inquiétudes, c'est normal. Que les gens veulent en parler, c'est normal et c'est ce que nous faisons. Maintenant, c'est une réforme qu'il faut continuer à présenter, à détailler, à concerter, mais le principe même de la réforme, cette universalité du système, je crois que personne ne peut la contester. Éloigner la date d'application de la réforme, comme l'a fait hier Édouard Philippe, reparler de pénibilité notamment, ça peut suffire? Alors la pénibilité, il en a toujours été question, c'est justement
un des grands avantages de ces systèmes à points de pouvoir avoir une retraite extrêmement fine et extrêmement adaptée aux situations, à chaque situation. Maintenant, tout se discute encore, surtout dans ce qui s'agit de parler de transition. Comment va-t-on effectuer cette transition? Donc effectivement, à partir de quand les personnes, les citoyens français vont être concernés? 1963, retarder cette date. On se discute encore pour l'après 5 décembre. Moi, je n'appelle pas ça une soupape. Je dis, la discussion est ouverte, donc elle est encore ouverte sur ces points-là. Elle sera ouverte jusqu'à quand? Parce que finalement, a priori, mi-décembre, on aura la réforme définitive telle qu'elle sera présentée ensuite au Parlement. Telle qu'elle sera présentée au Parlement, et après il y aura tout le temps de la procédure parlementaire avec des amendements, avec la discussion. Donc la réforme ne sera pas définitive en décembre. D'après vous, le thème des violences conjugales, on en a beaucoup parlé cette semaine. Oui. Il y a 2 projets concurrents, si on peut dire, le plan du gouvernement qui a donc été annoncé en début de semaine, et puis une proposition de loi du député LR Aurélien Pradié. Hier soir, il y a une commission mixte paritaire sur ce sujet. Finalement, est-ce que vous ne vous êtes pas fait un peu siphonner par la droite sur ce sujet? Non, je crois que la proposition de loi d'Aurélien Pradié s'inscrit dans cette prise de conscience nationale de la difficulté et de la tragédie que vivent ces femmes dans la prise en charge des violences conjugales. Donc l'ensemble de la classe politique est mobilisée à travers le Grenelle des violences conjugales, à travers cette proposition de loi d'Aurélien Pradié, à travers une proposition de loi que va présenter la majorité. Moi, je pense qu'il faut voir ça comme un tout, et si chacun de nous peut avoir une contribution qui porte ses fruits et qui permet de mieux protéger ces femmes, on ne peut que tous s'en féliciter collectivement, et c'est l'esprit qui nous anime, nous, majorité. Que reste-t-il pour le projet du gouvernement? Ce n'est pas le projet du gouvernement, le projet qui sera examiné au Parlement, c'est une proposition de loi. La proposition de loi, oui, et il y a le plan gouvernemental. Dans le plan du gouvernement, il y a quand même concurrence entre les deux, même non, si le sujet il n'y a pas concurrence. Il n'y a pas concurrence parce que le plan gouvernemental présenté par Édouard Philippe est un plan essentiellement opérationnel. Quand on parle de la création de foyers pour accueillir les hommes qui auront commis des violences, pour permettre aux femmes de rester dans le domicile conjugal et les hommes d'être traités, ça n'est pas législatif, mais en revanche, c'est opérationnel directement. Donc le plan gouvernemental ne se résume pas à des mesures qui seraient marquées dans la loi. La suspension de l'autorité parentale, qui est une des mesures emblématiques, dont on a beaucoup parlé également, elle sera dans la proposition de loi. Sa solidité juridique, vous qui êtes présidente de la commission des lois, elle est vérifiée? Alors aujourd'hui, puisque nous avons parlé de la CMP d'hier sur le texte d'Aurélien Pradié, nous avons introduit dans ce texte-là la suspension de l'autorité parentale en cas de crime commis sur son conjoint, et elle est évidemment d'une solidité juridique forte, puisque nous avons travaillé ce texte avec les services de la chancellerie. Est-ce qu'on peut retirer l'autorité parentale, en tout cas la suspendre à quelqu'un qui n'est pas encore condamné? C'est ça l'idée. On peut la suspendre, et on peut surtout, nous avons introduit une souplesse en disant que nous suspendions aussi, pas forcément l'autorité parentale, mais son exercice. Donc nous avons introduit une nuance qui permet justement aux magistrats d'être au plus près des faits de la cause et des réalités, exactement. Les municipales, les ministres font un peu la fine bouche. Marlène Schiappa a dit qu'elle réfléchissait, qu'elle hésitait. Nicole Belloubet, Brune Poirson décliné l'offre. C'est compliqué? Ce n'est pas compliqué, mais je pense que les municipales, il ne faut pas que ce soit artificiel. C'est-à-dire que quand quelqu'un, un homme ou une femme politique s'engage pour les municipales, il faut qu'il ait un lien fort avec une ville, il faut que ça soit la continuité d'un engagement et d'un ancrage local. C'est pas quand même la marque d'un fort enthousiasme. Non, mais je ne crois pas que l'ère des parachutages est révolue. On voit qu'il y a des ministres qui s'engagent dans des villes dans lesquelles ils ont déjà un ancrage. Je pense à Sébastien Lecornu qui envisage de s'engager. Je pense à Gérald Darmanin aussi qui envisage de le faire. Donc voilà, après, parachuter tel ou tel ministre dans une ville dans laquelle il n'a pas d'ancrage, pour moi, ça n'a pas de sens. Et je ne pense pas que ce soit cette nouvelle façon de faire de la politique que les Français ont souhaité en 2017. Merci Yaël Braun-Pivet.